Présenter un travail qu'on a fait dans le cadre du projet Innov avec mes collègues donc Daniel Gagliano et Pierre Triboulet sur les ressources finalement qui sont utilisées par les acteurs éco-innovants et sur le moyen qu'ils mobilisent pour acquérir ces ressources. Le contexte du travail c'était le suivant, c'est-à-dire qu'en économie d'innovation, généralement on considère que c'est plus difficile d'innover quand on est dans le rural parce qu'il y a une moindre densité d'activité économique. Donc on va trouver moins de ressources et moins d'acteurs avec lesquels collaborer. Donc on se demandait déjà au départ, pour les acteurs situés dans le rural qui veulent innover ou éco-innover, comment est-ce qu'ils arrivent à se procurer les ressources qui leur sont nécessaires. Sachant qu'il y a quand même, il existe quand même un certain nombre de ressources dans les territoires ruraux, les ressources ici agricoles, des ressources naturelles, un certain nombre de savoir-faire aussi qui existent déjà. Donc c'était voir aussi qu'est-ce que, au-delà de comment est-ce qu'on se procure les ressources, c'est quelles ressources on va se procurer pour construire des projets éco-innovants. Et donc on s'est intéressé, l'idée c'était d'approfondir la connaissance sur les trajectoires finalement d'éco-innovation dans les filières. Trajectoire, c'est-à-dire qu'on s'intéresse à la dynamique des projets. Je vais vous montrer comment on l'a fait. Donc je passerai très rapidement, ça c'était un peu notre cas théorique, on s'intéressait à plusieurs facteurs potentiels d'innovation et éco-innovation. On regardait quelles étaient d'abord les ressources internes des organisations éco-innovantes, en gros, qu'est-ce qui à l'intérieur de l'organisation leur permettait d'éco-innover. Et ensuite on s'intéressait aux ressources apportées par ce qu'on va dire l'environnement de l'organisation éco-innovante, donc à la fois les ressources en local, ce qu'il y a sur le territoire, notamment les ressources productives, et puis les ressources plus distantes et le contexte aussi dans lequel se trouvent les organisations éco-innovantes. C'est-à-dire qu'on a regardé aussi quel était le rôle du secteur ou des régulations nationales et internationales sur ces projets-là. Et ensuite, on s'est intéressé à comment finalement l'organisation interagissait avec son environnement, c'est-à-dire qu'on a regardé comment, finalement, quelles ressources étaient mobilisées et comment elles étaient mobilisées. Quels étaient notamment les réseaux d'acteurs qu'on utilisait pour mobiliser les ressources dont on avait besoin pour éco-innover. Et dit autrement, on s'intéressait à ce qu'on appelle, nous, des mécanismes d'encastrement ou du découpage des projets. C'est-à-dire que l'idée, c'était de voir, est-ce que finalement les projets éco-innovants restent très ancrés dans des réseaux d'acteurs très locaux, ou est-ce que finalement, ces réseaux d'acteurs comptent peu, où on a finalement un éloignement du projet éco-innovant petit à petit de son territoire d'origine et de ses acteurs d'origine, c'était nos questions principales. Moi, je vous parlerai bien sûr du bloc central aujourd'hui. On a utilisé pour ça, donc on a fait des études de cas, on a étudié 5 projets éco-innovants, que ce soit des créations de nouvelles filières, donc la 3e et la 4e qui impliquent Calison, ou que ce soit la création carrément d'une coopérative, comme l'exemple des bergers du Larzac. Et on a utilisé pour ça une méthode qui est la sociologie, qui s'appelle les narrations quantifiées. En fait, on fait raconter l'histoire du projet éco-innovant aux acteurs principaux, et au fur et à mesure, on regarde quelles ressources ont été mobilisées, donc ressources des financements, de la main-d'œuvre, des connaissances, etc. Et on regarde dans cette fois d'où vient cette ressource, comment ils la sont procurées principalement. Donc on a un comptage finalement des ressources principales qui ont été utilisées, et on arrive après à ce comptage-là, voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée de ce qu'on a. Donc, je vais vous présenter les principaux résultats assez rapidement. Donc, grâce à ce comptage-là, ces narrations quantifiées, on fait des petites statistiques en fait sur ces projets-là. Donc ça, c'est des résultats agrégés sur nos 5 cas d'études. Et on voit déjà un premier enseignement, donc je suis désolée, c'est en anglais, mais il y a déjà un premier enseignement qui est que on a quand même finalement les ressources locales sont assez importantes. Quand je dis local, ça vient du département, donc c'est en bleu. Et des ressources régionales aussi. Et on a par contre des différences du rôle du territoire en fonction du type de ressources. Dit autrement, les ressources productives, du genre de la main-d'œuvre ou des matières premières, on va aller les chercher près de chez soi, sur son territoire. Ensuite, quand on a besoin de choses un peu plus, des conseils, de la formation par exemple, on va aller plutôt à l'échelon régional. Et puis quand on a besoin de ressources un peu plus spécifiques, comme par exemple de la prestation ou de la prestation pour se conseiller en marketing ou en méthode de production ou des moyens en recherche et développement, on peut avoir tendance à aller un peu plus loin.
pour les chercher. Donc voilà, on a vu une certaine catégorisation des ressources de ce point de vue-là. Ce qu'on remarque aussi, c'est que à mesure que les projets avancent, effectivement, on observe un peu cette tendance au découplage par rapport au local. Dit autrement, plus le projet avance, plus on va aller chercher des ressources un peu plus loin que son territoire d'origine. On va sortir plus facilement du département, voire de la région, pour aller chercher ce dont on a besoin, parce qu'on a besoin de ressources plus spécifiques qui peut-être n'existent pas en local. Cependant, là on remarque que finalement le territoire local ou régional reste extrêmement présent dans ces projets-là. C'est-à-dire que finalement le territoire compte énormément pour la réussite de ces projets économiques. Ensuite, on a regardé comment est-ce qu'on se procure les ressources. La question c'était, est-ce qu'on se les procure surtout par du réseau personnel, c'est-à-dire des gens qu'on connaissait déjà, ou est-ce qu'on fait appel à ce qu'on appelle des dispositifs de médiation, c'est-à-dire par exemple, quand je recherche une information sur Internet, ou quand je fais une demande de subvention par un processus classique, c'est de la médiation. Et là, ce dont on se rend compte, en fait, c'est que les réseaux comptent beaucoup pour acquérir de la ressource, mais qui comptent différemment en fonction de l'espace géographique dans lequel on se trouve. C'est-à-dire que, ça c'est pas très surprenant par rapport à la littérature et l'économie, plus on est en local, plus on va avoir tendance à aller voir des gens qu'on connaît pour se procurer des ressources, des connaissances, des conseils, du financement, etc. Voilà, et sachant qu'on a observé une chose intéressante, c'est que aussi on a un rôle différent des réseaux professionnels. Donc professionnels, c'est des clients, des fournisseurs, des prestataires avec lesquels on travaille actuellement, et des réseaux institutionnels qui sont en bleu ciel. Professionnels, c'est en bleu foncé, institutionnels, c'est en bleu ciel, donc ce sont des acteurs publics ou des organismes professionnels. Et on voit qu'à l'échelle régionale, ces acteurs publics et organismes professionnels jouent un rôle assez important dans ces projets-là. Ils sont souvent essentiels pour acquérir de la formation et des connaissances. Enfin, dernier résultat chiffré, on voit une différenciation du rôle des réseaux en fonction de la nature de la ressource. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que, par exemple, comme je disais, quand on a besoin de ressources pour les recherches et développement, faire des expérimentations, être mis en relation avec un laboratoire, etc., on va aller fortement voir des acteurs institutionnels pour obtenir cette ressource-là. Par contre, quand on cherche Productive Assets, donc c'est des machines, c'est de la matière première, etc., on va plutôt mobiliser soit son réseau professionnel, soit de la médiation, donc assez classiquement par des mécanismes de rencontre d'offres et de la demande, c'est assez classique. Donc voilà, on a une différence de ce point de vue-là, et on voit que finalement les réseaux professionnels aussi sont assez déterminants pour obtenir certaines choses comme la main-d'œuvre, le moyen de production. Et par contre, quand on est sur des choses plus immatérielles, finalement, on voit quand même ce rôle assez important de ce qu'on pourrait appeler les acteurs intermédiaires ou acteurs institutionnels. Donc, en conclusion, on voit bien que les ressources locales du territoire ont été vraiment déterminantes pour ces projets-là, ce qui prouve la capacité de ces territoires-là à fournir ce dont les acteurs ont besoin, mais ce n'est pas suffisant. Il y a aussi nécessité d'aller chercher, aussi parfois pour des ressources un peu spécifiques, aller chercher un peu plus loin. On voit un rôle quand même très important finalement des institutions locales, institutions publiques ou organismes professionnels qui sont vraiment déterminants. Et puis on voit aussi que finalement les réseaux personnels, l'interconnaissance qu'ont les gens entre eux, et en particulier à local, est aussi complètement fondamentale pour ces projets-là. Voilà, et puis ensuite, donc, on voit bien qu'à mesure que les projets se développent, par contre, ils ne peuvent pas rester dans le local, ils ont besoin d'aller chercher un peu plus loin des ressources essentielles, notamment de recherche et développement. Et puis, dernier petit point dont je n'ai pas parlé, mais c'est que aussi on a observé finalement dans cette étude, au-delà de ce que j'ai présenté aujourd'hui, un rôle vraiment fondamental du contexte sectoriel, la demande, l'état des technologies, etc., et des politiques publiques. Notamment, on a travaillé sur pas mal de projets autour du bio, et là aussi on voit quand même que la politique de l'incitation au développement des filières en bio a eu un rôle vraiment très important pour ces projets-là. Voilà, je vous remercie.